René de Obalias, avant de commencer cet entretien à bâton rompu, je voudrais, si vous voulez bien, avec votre aide, tracer un portrait de l'homme que vous êtes, de l'écrivain que vous êtes. Vous êtes né en 1918, à Hong Kong, de père panaméen et de mère française, picarde plus exactement, c'est bien cela? Je n'y suis pour rien. Je m'empresse de le dire immédiatement, je n'en suis absolument pour rien, mais il semblerait que ce soit cela. Vous avez ici même exercé de graves fonctions, comme vous le dites dans la préface d'un de vos tomes de théâtre. Oui, d'une certaine manière, je reviens sur les lieux du crime. N'est-ce pas? Parce que c'est effectivement ici, il y a, mais vous connaissez mieux ma vie que moi, j'en suis sûr, il y a à peu près, je sais pas, une quinzaine d'années, où j'exerçais des fonctions, disons, d'adjoint au directeur, qui dirigeait à ce moment-là le centre, ce qui était le Centre culturel international de Royaumont. Et effectivement, c'est ici que j'ai écrit mes premières pièces de théâtre, sans savoir d'ailleurs que j'écrivais du théâtre d'une certaine manière. Vous n'aviez donc pas commencé par le théâtre, vous aviez commencé par la poésie. Votre premier recueil de poèmes, qui s'intitulait Midi, a même reçu un prix. Mais vous avez continué dans la voie du roman, puisque vous avez publié ensuite Tamerlan des Cœurs, puis Fugue à Waterloo, puis Le Centenaire, qui a eu un vif succès, qui a même remporté un prix, lui aussi, je crois bien. Le prix Combat, c'est au moins un prix qui a un titre. Puis ensuite Royaumont, et c'est à Royaumont qu'est née votre carrière de dramaturge, votre vocation de dramaturge. Non, pas exactement. C'est-à-dire que... Par rebond. Non. Lorsque j'étais à Royaumont, je n'avais écrit que les richesses naturelles, qui étaient des textes poétiques, des textes en prose, poétiques, des récits, d'une certaine manière. Et puis, c'est à ce moment-là que j'ai donc écrit ce qui est devenu les impromptus, c'est-à-dire le sacrifice du bourreau, le défunt, et pour une raison fort simple que je vais vous expliquer, c'est que déjà la culture sévissait à Royaumont. Et que la plupart des personnalités qui se trouvaient ici étaient saisies par la culture comme d'autres par la débauche, disons, n'est-ce pas? Vous étiez déjà le monsieur le Trouadec du théâtre. Non, ne croyez pas cela. Mais c'était vraiment quelque chose pour moi d'assez irrecevable. En moi, j'ai une répulsion bizarre, on pourrait s'expliquer là-dessus, sur la notion de culture. Et Dieu sait que tout de même, cette culture-là était vivante, disons. Et c'est pour un peu me faire pardonner, j'avais vraiment très mauvaise conscience, que je me suis dit, les soirs étaient très longs, et puis dans ce cadre admirable, je me suis dit, il faudrait peut-être écrire des scénettes, pour tout simplement nous divertir les uns les autres, selon la parole de l'Évangile, divertissez-vous les uns les autres. Et à ce moment-là, j'ai écrit donc le sacrifice du bourreau, et j'ai pris alors les âmes de bonne volonté, les âmes et les corps, je dois dire, de bonne volonté aussi, qui voulaient bien interpréter ces textes. Et c'est ainsi que, par exemple, pour le sacrifice du bourreau, il y avait un professeur de philosophie, je ne vais pas le nommer pour ne pas lui faire de tort, qui s'est montré un bourreau extraordinaire. Mais un bourreau dont je n'avais jamais rêvé, jamais retrouvé au théâtre depuis un bourreau aussi extraordinaire. Alors, il a été un bourreau, il a été le bourreau. Lorsque j'ai écrit le défunt, moi-même, je faisais la veuve. Voilà, c'est pour vous dire que c'était vraiment des divertissements et que pas une seconde, à ce moment-là, je pensais à faire ce qu'on appelle une carrière, un mot également qui me fait frémir comme la culture, une carrière théâtrale. Et vous avez franchi, sans vous en apercevoir, ou presque ce que vous appelez la ligne de feu qui existe entre le monde du roman et le monde du théâtre. À ce moment-là, oui, j'ai franchi cette frontière sans le faire exprès, disons, en ce sens que d'une part, donc, ces impromptus qui sont devenus les impromptus à loisir, je l'ai fait sans le faire tout à fait exprès, simplement dans ce but, je vous le répète, de nous divertir le soir. Ça se passait non pas dans cette salle dite capitulaire, si mes souvenirs sont exacts, cette merveilleuse salle capitulaire, mais dans l'autre salle, il y a une grande cheminée où on avait fait une sorte de mise en scène improvisée pour ces impromptus. Ensuite, c'est également ici, à Royaumont, que j'ai commencé à jeter les ébauches d'une pièce plus importante, qui a été ma première pièce vraiment importante créée à Paris, qui était Genousie. Qui a été créée au TNP. Et qui a été créée au TNP. On en arrive donc à ces 10 dernières années. Au cours de ces 10 dernières années, vous vous êtes montré pour le grand public surtout comme un dramaturge, bien que vous vous défendiez d'être un vrai dramaturge. Vous avez donné Genousie, vous avez donné le Satyre de la Villette, vous avez donné Du vent dans les branches de Sassafras et maintes autres pièces.
Et maintenant, vous êtes surtout considéré comme un dramaturge, mais je crois qu'avant de commencer la petite discussion à bâton rompu, on pourrait rappeler que vous vous défendez d'être un romancier, vous vous défendez d'être un dramaturge, que vous voulez surtout être un poète, et qu'en réalité, vous avez raison. C'est ça la vie d'un homme, d'une certaine manière, une certaine démarche. Et cette démarche, pour moi, effectivement, et là vous avez mis l'accent là-dessus, à juste titre, cette démarche est une démarche essentiellement poétique. Nous allons tâcher de l'approfondir, cette démarche, avec la collaboration de votre public. Vous savez que les premières questions sont très difficiles. Ce sont les dernières questions qui sont les plus faciles. Vous devriez commencer par la dernière. La dernière. Qui propose la dernière? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une différence énorme entre écrire un roman ou des poèmes et être un dramaturge, c'est-à-dire faire du théâtre? Oui. Et alors là, il y a quelque chose de très curieux qui se passe. Effectivement, beaucoup de romanciers, de grands romanciers, ont eu la nostalgie d'écrire pour le théâtre, c'est-à-dire d'avoir ce contact immédiat avec un public. Le public du livre, il existe parfois grâce à certains tirages, mais on ne le voit pas d'une certaine manière. Personnellement, j'ai jamais vu quelqu'un dans le métro lire un de mes livres. Ça m'a toujours déçu, je me penche toujours, n'est-ce pas, sur les gens qui lisent dans le métro, et en général, c'est Cesbron, je sais absolument rien contre Cesbron, c'est tout à fait bien qu'il soit lu, mais c'est un tel, et c'est perfide, que sais-je, enfin, ou c'est la vie des araignées, c'est passionnant, d'ailleurs, la vie des araignées est beaucoup plus passionnant que certains romans, et alors je me penche, et je vois que personne ne me lit dans le métro, que c'est une sorte de frustration, on se dit, mais où sont mes lecteurs? Et peut-être de romans, j'entends, n'est-ce pas, les lecteurs de romans. Et alors, on me souvient qu'à un moment donné, lorsque j'avais écrit Tamerlan des Cœurs, puis Le Centenaire, je m'inquiétais de ce nom public, comme on dit maintenant, n'est-ce pas, pour être à la mode, de ce nom public que je ne voyais naturellement pas. Et à ce moment-là, on me dit, mais vous avez bien quand même 3000 lecteurs. Et je disais, écoutez, ça me paraît pas énorme, a priori énorme, quoi, disons, en toute honnêteté. Mais un ami m'a fait remarquer que j'avais 3000 lecteurs réunis dans une seule pièce, ça faisait beaucoup de monde, ce qui m'a consolé énormément. Effectivement, nous serions 3000 ici, par exemple, n'est-ce pas? Vous parlez de mon public. J'aurais mis 3000 lecteurs, ça ferait beaucoup plus de monde, vous voyez. Bon. Alors, il y a naturellement ce monde romanesque où, effectivement, le romancier, parfois, se sent coupé charnellement, si je peux dire, d'un public, et qu'il y a la magie du théâtre, l'éternelle magie du théâtre, la fascination de ce que j'appellerais l'incarnation, et que beaucoup de grands romanciers se sont essayés justement à écrire pour le théâtre et ont eu souvent des échecs. Il me vient à l'esprit Flaubert. Il a écrit, je ne sais plus les titres malheureusement de ses pièces, mais 4 ou 5 pièces où le pauvre Flaubert disait Bouvard et Pécuchet, ce n'est rien du tout. Vous savez, c'est absolument rien, Bouvard et Pécuchet. Mais j'ai écrit Ma sœur Agathe, je ne sais plus le nom, mais ça revient à ça, Ma sœur Agathe, qui est un chef-d'œuvre. Et j'ai montré ça au directeur du Théâtre des Nouveautés, qui a dit c'est génial, c'est tout simplement génial. Malheureusement, ça fait 6 mois, 1 an, 2 ans, il me donne toujours pas signe de vie. Et il s'inquiète, n'est-ce pas? On voit ça dans la correspondance de Flaubert. Flaubert lui-même avait la tentation de la scène, de la magie, je dis bien de la magie de l'incarnation. Pourquoi ces romanciers écrivant pour le théâtre ont fait du mauvais théâtre en général, ces très grands romanciers? Eh bien, je crois que là, nous ne sommes pas responsables. Si vous voulez, je vais parler un peu comme la palisse maintenant, je pense qu'il faut avoir un sens du dialogue. Et que de même que vous avez les yeux bleus ou le nez de telle façon, ou les oreilles écartées ou rétrécies, ou un menton rentré ou tordu, etc., eh bien, vous avez le sens du dialogue ou non, vous n'êtes pas responsable. Et si vous voulez, j'ai cette chance, ce privilège, dont je ne suis absolument pour rien responsable, d'avoir eu immédiatement le sens du dialogue, ce qui a fait que tout à coup, j'ai pu passer, et avec un certain étonnement de ma part, de la facilité, pour moi, que ça représentait, facilité par rapport au roman, de la facilité que ça représentait pour moi de passer tout à coup au monde théâtral où l'incarnation, je le répète, les comédiens, les acteurs donnaient chair et sang aux personnages que j'avais conçus. Je voulais vous poser une question au sujet des branches de Sassafras, puisque nous parlons de théâtre. Les branches de Sassafras, c'est un western français, c'est un peu un canular. Pourquoi avoir écrit les branches de Sassafras? Bon, voilà une question précise. Je vais vous répondre à cela. Je me suis auto-fécondé. Mais ça paraît un peu intellectuel, ce que je dis là. Alors je vais essayer de reprendre la trame.
Dans ma première pièce qui s'appelle Genousie, il y a à un moment donné une dame très très bien, qui reçoit dans un salon des intellectuels, des esprits distingués, comme elle dit. Et un de ces esprits distingués, il dit, mais dans ce château, avec toutes ces portes, on pourrait organiser une petite séance théâtrale, on pourrait peut-être même, vous qui êtes écrivain, il y avait un auteur dramatique dans l'assistance, il y avait un médecin, il y avait le psychiatre, enfin il y avait tout ce qu'il fallait de beau monde et d'esprit bien pensant en général. Et il s'est dit, pourquoi vous n'écririez pas, je sais pas, un western de chambre? On pourrait écrire un western de chambre, dit un professeur. Et cette dame glousse littéralement, elle dit, quelle expression admirable, un western de chambre, comme c'est merveilleux, etc. Elle se gargarise de ce mot. Bien, j'ai écrit ça dans Genousie. Et puis il s'est trouvé que Genousie a été donné à la télévision. J'ai assisté aux répétitions sur les plateaux de Buttes-Chaumont, aux répétitions de ma pièce Genousie, et j'ai réentendu mon personnage, que j'avais oublié celui-là, parce que comme 10 ou 15 ans que j'avais écrit cette chose. Et ce personnage disant un western de chambre, comme c'est que ça. Et à ce moment-là, bizarrement, m'est venu à l'esprit, mais pourquoi je n'écrirais pas ce western de chambre? Si vous voulez, je me suis pris au mot. Est-ce que le théâtre, enfin l'irruption du théâtre, ou plutôt votre irruption dans le théâtre, a apporté un grand changement et dans votre vie et dans votre façon de concevoir une œuvre littéraire? Alors, il y a deux questions distinctes, enfin a priori distinctes, qui est la vie, n'est-ce pas? Et puis ensuite l'œuvre littéraire. Dans la vie, oui, cela m'a apporté plus de choses. J'ai tout à coup contacté, comme on dit maintenant, le monde des comédiens, le monde du théâtre, qui était un monde qui m'était absolument étranger. Et j'ai été frappé, je dis bien frappé, de la vacuité de ce monde en général, surtout en France, particulièrement à Paris. J'ai été frappé de l'inculture à peu près totale des gens de théâtre, même parfois des plus grands. J'ai été frappé de ce que beaucoup de comédiens, même des plus grands, ne s'intéressaient pas à une pièce, mais à un rôle. J'ai été frappé de ce monde des comédiens dont je n'ai pas, moi, à vous en parler, parce que d'autres l'ont fait merveilleusement avant moi, dont, par exemple, un certain Diderot. Donc j'ai été confronté avec le monde du comédien, et en fin de compte, c'était donc nouveau pour moi, donc cela m'a appris beaucoup de choses. Il est évident que le monde du comédien, le monde du théâtre est un monde vertigineux, et je pourrais peut-être pas mieux le définir que dans l'esprit pirandélien. Pirandello a toujours été pour moi un maître au sens le plus total du terme. J'ai une admiration profonde pour Pirandello, et je crois que Pirandello a merveilleusement compris ce monde des représentations, qui est par essence la nature du théâtre, qui représente. On ne sait plus très bien que représenter veut dire remettre au présent. Par exemple, la messe est une représentation par excellence. Il est évident que là, si vous voulez, dans le vertige que m'a donné le monde du théâtre et le monde du comédien, je me suis approfondi en ce sens que je me suis rendu compte que sur la scène, dans ces représentations, il se passait en fin de compte ce qui se passe dans la vie, très souvent, ce que Pirandello a dit merveilleusement. Vous savez, il y a une pièce extraordinaire de Pirandello qui s'appelle Henri IV, où le pseudo-fou qui est Henri IV préfère jouer sa folie, n'est-ce pas, d'être Henri IV plutôt que d'être ouvrier plombier, je dis n'importe quoi en ce moment, mais qu'il trouvait que c'était plus drôle d'être Henri IV, mais que le plombier parfois joue le rôle du plombier, que le menuisier joue le rôle du menuisier, et que lui, il préférait être Henri IV. Alors il a joué le rôle d'Henri IV. Pirandello a vu merveilleusement les représentations de la vie, et à ce moment-là, le théâtre exprime d'une façon vertigineuse cette identification atroce, je trouve, à mon sens, qu'ont les êtres, de faire corps totalement avec leurs fonctions, c'est-à-dire de ne pas être eux-mêmes, mais d'être ce qu'ils représentent, ce qu'ils pensent représenter. Puisque vous parlez de ce théâtre dont vous descendez,
Pirandello, Comment par exemple. je descends. Vous en descendez, je veux dire Oui. que vous en avez hérité. Non, mais bien sûr, bien Est-ce que sûr. vous ne croyez oui. pas qu'il est né sous la plume des premiers romantiques allemands comme Ludwig Tieck ou Christian Dietrich Grabe qui ont su prendre une certaine distance avec le théâtre et leurs personnages, justement? Si vous voulez, moi j'ai été fasciné effectivement par ce qu'on appelle effectivement le romantisme allemand. Que ça soit peut-être Kleist, un des premiers, Hölderlin aussi, et effectivement Achim Darnim et Grabe, qu'on oublie, qui est un esprit complètement dément et qui, enfin, dans le romantisme allemand, il y a justement cette chose qui est tellement supérieure au romantisme français, où dans le romantisme français, vous savez, les grands, ils ont eu des accents, comme on dit, certes, ils ont eu des accents, ils portaient leur cœur en écharpe, mais c'était beaucoup plus grave chez les romantiques allemands parce qu'ils étaient conformes, il y avait une conformité parfaite entre leurs idées et leur vie, c'est-à-dire qu'ils se tuaient, ou qu'ils devenaient fous, comme Hölderlin, ou qu'ils se tuaient, comme Kleist, ou qu'ils devenaient déments, comme Grabe, etc. C'est une tentation très forte, cette tentation de la mort. C'est une tentation romantique, et les romantiques allemands ont exprimé ça, pour moi, avec génie. Donc, oui, je dois dire que j'ai été extrêmement passionné, et je reste passionné par les romantiques allemands. Simplement, bon, je suis encore vivant parmi vous, donc je ne suis pas tout à fait leur adepte, mais oui, je suis très passionné par tous les romantiques allemands. Vous avez collaboré, je crois, pendant des années à une revue littéraire qui s'appelait Les Cahiers des Saisons. Oui. Et où vous avez écrit côte à côte avec Alfred Kern, avec Ionesco, avec Brenner, avec Curtis. Oui. Or, on pourrait presque parler d'une école des saisons, je crois. Je ne sais pas si vous serez de mon avis. C'est-à-dire que tous les écrivains qui ont collaboré à cette revue écrivent par petites touches successives, ce qui donne une écriture un peu impressionniste. Est-ce que ce que je pense est une réalité ? Oui et non. Oui et non, parce que effectivement, vous parlez d'un moment où les revues littéraires comptaient encore, alors que nous savons fort bien que la formule de la revue littéraire, d'une certaine manière, est périmée, à tort ou à raison, mais que même les revues, même les plus intéressantes, on les lit très distraitement. Que l'audiovisuel, comme on dit maintenant, a pris le relais. Comptait pour le public, mais moi je parle de l'écrivain. Bon, alors de l'écrivain, il est évident que là, il y a eu des rencontres, il y a eu les cahiers des saisons, et j'étais effectivement extrêmement heureux d'être sur une même longueur d'onde, je peux dire ça ici très simplement, sur une même longueur d'onde avec des écrivains comme Curtis, effectivement, Brenner, Ionesco, qui écrivait aussi dans les cahiers des saisons à ce moment-là, d'autres, comme j'étais sur la même longueur d'onde, avec une revue plus clandestine encore, si je peux dire, qui était la revue 84. Il y avait cette couverture d'Antonin Artaud, il y avait Thomas, Biziot, Kern, Brenner également, Lambrix. Il y avait, bon, ce qu'on a appelé d'une certaine manière des chapelles. Et ces chapelles ont toujours été plus ou moins, et je vais dire ça pompeusement, le sel de la terre. Il est évident que, en tout cas, à un certain moment, c'était à partir de ces petites revues, éphémères, très souvent, que se déclarait, c'était une déclaration en fait, que se déclaraient les talents, que se déclaraient des hommes qui avaient un souci d'exister d'une certaine manière, avec un certain mode. Et que, effectivement, dans ces cahiers des saisons que vous évoquez, j'étais en parfaite confraternité, si je peux dire, avec tous ceux que vous nommez. Je crois qu'on pourrait peut-être mettre la conversation sur la façon dont votre théâtre est accueilli à l'étranger. Nous avons parlé des rapports des Français avec votre théâtre. On pourrait peut-être parler de la façon dont il est accueilli à l'étranger. Vous êtes traduit en 22 langues, je crois. Oui. Et êtes-vous mieux, moins bien accueilli qu'en France ? Et où ? Bon, eh bien, disons que, alors là, on parle du système théâtral. Je parle bien du système théâtral qui est beaucoup plus sérieux dans certains pays étrangers qu'ici, et sans beaucoup de mal. C'est bizarre, ici, très souvent, je repense aux mots qu'avait dit Valéry il y a déjà 30 ans, n'est-ce pas, lorsque Valéry a dit « le moderne se contente de peu ». Et j'ai l'impression que de plus en plus, nous nous contentons de peu. Et qu'en tout cas, sur le plan du système théâtral, de la mise en scène surtout,
de la façon dont se montent les pièces, de la façon dont les choses se font à Paris, et du parisianisme. Il faudrait parler d'un certain parisianisme. Il y a là, à mon sens, quelque chose de très frivole, que je ne retrouve pas en Allemagne, que je ne retrouve pas en Pologne, que je ne retrouve pas en Tchécoslovaquie ou en Roumanie. Je parle sur le plan théâtral. Et effectivement, par exemple, vous parliez du vent dans les branches de sassafras. Eh bien, il est évident que, loin de moi de sous-estimer, au contraire, la présence extraordinaire, par exemple, de Michel Simon, qui est un monstre sacré, de sous-estimer la merveilleuse équipe de comédiens qui étaient autour de lui à la création de Du vent dans les branches de sassafras. Mais sur le plan d'une mise en scène, disons que c'est à Prague que j'ai vu Du vent dans les branches de sassafras. D'abord, le titre était merveilleux, ça faisait Vitr Vedvi Sassafrasu, ce qui est déjà merveilleux pour moi. Bon, mais enfin, n'est-ce pas, laissons un peu cet enfantillage. J'ai assisté à une fête, c'est-à-dire que j'ai vu là ce que j'appelle une mise en scène, et non pas une mise en place. Car voyez-vous, beaucoup de metteurs en scène français, bizarrement, dès l'instant qu'ils indiquent à un monsieur ou à une dame qui doivent rentrer de ce côté-là et plutôt que de l'autre, contourner cette chaise ou s'asseoir dessus, s'imaginent, je dis bien s'imaginent, faire de la mise en scène. Et là, alors là, nous sommes à Paris gâtés sur ce plan-là, n'est-ce pas? Je ne citerai personne naturellement. Eh bien, il est évident que dans ces pays d'Allemagne, soit de l'Ouest, soit de l'Est, en Pologne, il y a une dramaturgie, il y a une école professionnelle admirable, et que là, véritablement, au niveau du texte, il faut employer le mot niveau, autrement on ne fait pas très moderne. Vous savez, c'est un mot qu'il faut employer très souvent maintenant, comme les structures par exemple. Eh bien, au niveau du texte, n'est-ce pas, eh bien, il y avait une création scénique admirable et qui était véritablement ma pièce. Il y avait une imagination, une création à partir du texte que j'avais écrit. Et je dois dire par exemple que c'est en Tchèque que j'ai vu la plus belle fête qui était Du vent dans les branches de sassafras, c'était à Prague. Quand vous écrivez une pièce, vous la voyez, la pièce, c'est-à-dire vous avez une mise en scène en vous. Vous ne pouvez pas la communiquer ou du moins aider le metteur en scène pour que ce soit votre enfant et non pas l'enfant de n'importe qui. Bon, alors vous savez, ça c'est un problème difficile parce que d'abord un auteur vivant, il faut faire aussi peut-être une remarque, c'est rare un auteur vivant, c'est très encombrant, la plupart des auteurs sont morts. Vous savez, je ne sais pas qui disait, je crois que c'est Bernard Shaw, enfin ça reviendra au même, et quand un jour il fait une grande déclaration, Shakespeare est mort, Dante est mort, Platon est mort, Euripide est mort, Strindberg est mort, Tchekhov est mort, Pirandello est mort, Audiberti est mort, et moi-même je ne me sens pas très bien. Il est bien évident que d'être un auteur vivant, n'est-ce pas, c'est une sorte de scandale déjà. C'est pas très agréable. D'abord, les comédiens ont une sorte de panique parfois très salutaire. Ensuite, pour le metteur en scène, c'est vraiment le metteur en scène de cette sorte, surtout lorsqu'il se croit du génie, c'est un intrus, l'auteur. Et non seulement c'est un intrus, mais tout à coup on explique à l'auteur qu'il n'a rien compris, c'est tout à fait la tendance moderne, qu'il n'a absolument rien compris à sa pièce, que c'est le dernier des cons. Je m'excuse de cette expression, mais c'est exactement ce qui se passe, n'est-ce pas? Alors, naturellement, c'est très compliqué dans ces conditions d'être là. On a une sorte d'impuissance incroyable. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Votre metteur en scène, à ce moment-là, dit à un comédien qui disait merveilleusement la chose, exactement ce que vous avez pensé, il dit « Ah non, ça peut pas aller, c'est absolument de travers », et il lui fait dire la même chose de façon absolument aberrante. Eh bien, si moi je dis à ce comédien qui est un être particulièrement sensible, si je dis à ce comédien « Vous savez, non, n'écoutez pas ce que dit le metteur en scène, mais c'est ça que je veux », le pauvre comédien ne dort plus. Donc, et déjà il a tendance à ne pas dormir à ce moment-là, les vrais, les consciencieux. Alors donc, à ce moment-là, il vaut mieux se retirer, et donc je ne peux pas, pour répondre à votre question très précisément, je ne peux pas rectifier le tir. Ou alors, tout le monde perd sa santé, n'est-ce pas? C'est pas une solution non plus. Il ne vous est jamais arrivé qu'on ait monté une de vos pièces, un grand metteur en scène, elle est très bien montée, vous ayez été très satisfait, mais que ça ne soit pas du tout ce que vous aviez pensé? Ça ne peut pas être vrai avec un vrai metteur en scène. Mon esprit, quand même, est assez particulier, disons, et à ce moment-là, le vrai metteur en scène ne peut pas faire des contresens totaux avec mon esprit. Ça peut être un peu autre chose que ce que j'ai imaginé. Par exemple, à Bruxelles, ce metteur en scène tchèque, je l'ai fait venir, a donné là ma dernière pièce, et à la fin était le bang. À la création à Lyon, c'était Rosy Vart,
une comédienne que j'aime énormément, qui faisait ce rôle et qui l'a fait pour moi d'une façon totalement conforme à mon esprit, d'une façon merveilleuse. Eh bien, le metteur en scène tchèque, à ce moment-là, avait pris une comédienne belge, tout à fait remarquable comme comédienne, et en avait fait un autre personnage. Et je dois dire, ça m'a fait un choc quand j'ai vu ce personnage qui était tout à fait en dehors de ce qu'avait représenté pour moi Rosy Vart, qui était la vérité de mon texte. Mais cela dit, il avait trouvé une autre vérité. C'était vraiment un grand metteur en scène. Et cette autre vérité, je l'ai acceptée immédiatement, et elle existait aussi. Voyez-vous. Il vous arrive de faire des trouvailles dans votre texte en voyant une pièce? De temps en temps, je dis c'est éblouissant, c'est génial, et j'oublie que c'est moi. Non, j'exagère, mais effectivement, on est toujours surpris, vous savez, de ce qu'on écrit. Il y a une part de nous tellement obscure dans l'écriture, n'est-ce pas, il faut être reconnaissant à Dieu, au ciel, aux anges, aux démons, que sais-je, pour tout à coup avoir eu cette trouvaille. On a l'impression parfois de n'être pas tout à fait celui qui a écrit telle chose, qu'il y a un dédoublement étrange qui peut se faire. Il m'est arrivé, par exemple, je me souviens, ça passait à Bruxelles, cela, d'une séance particulièrement réussie de théâtre. C'était les Impromptus, c'était une jeune troupe, ça se passait au théâtre de Quat'Sous sur la grande place de Bruxelles, dans un endroit merveilleux, un tout petit théâtre, c'était une sorte de cave, mais mieux que le théâtre de poche ici, disons, mais enfin du même style. Et ils avaient fait toute une représentation de mes Impromptus. Il y a une jeune troupe, les comédiens étaient absolument merveilleux, le metteur en scène avait des tas de trouvailles, les gens riaient énormément, c'est que le miracle, le théâtre, je veux dire, c'est un miracle perpétuel, c'est toujours une frange extrêmement sensible, on ne sait pas si ça bascule dans l'ennui, dans le non-recevoir ou dans l'enthousiasme. Et alors tout à coup là, c'était par bonheur, ces soirées de théâtre, c'était l'enthousiasme. Et moi-même, j'étais le premier à rire des comédiens, de la mise en scène, à ce point que lorsque ça a été terminé et que étant là, ça se fait de moins en moins, mais ça se fait encore de temps en temps, étant là, le metteur en scène dit l'auteur, tellement l'ambiance était agréable, tout le monde se retourne et je me suis retourné avec tout le monde. Mais vraiment, une seconde, et je me suis dit, effectivement, l'auteur, et j'ai dit, je m'excuse, merde, c'est moi, il n'y a pas trop d'expression, et être obligé de me lever, de faire des salutations, etc., etc. J'avais complètement oublié, vous comprenez, c'était merveilleux. Alors là, ce sont effectivement des joies, mais dans l'ensemble, assez rares. Chaque fois qu'on monte une de vos pièces comme Ionesco, accompagnez-vous vos enfants et allez-vous voir dans tous les pays où vos pièces sont jouées la façon dont on interprète. C'est intéressant ce que vous dites là, mais je crois que vous faites un peu une erreur sur notre ami Eugène. Je crois que toute la grande problématique, comme on dirait maintenant, d'Eugène est de fuir ses enfants et sa famille et de se retrouver seul en Suède aussi bien, ou à Yokohama ou à Buenos Aires. Ça, je ne vous suis pas tout à fait là-dessus. Ça va, Michael. Non, ça je ne crois pas. Cela dit, je suis très heureux d'emmener avec moi ma femme lorsque il se donne, quand nous sommes invités dans des pays où nous n'aurions pas l'occasion d'aller si nous n'étions pas invités. Il est évident que c'est très agréable à ce moment-là de partager nos sentiments, nos expériences et quand même c'est ça aussi le miracle du théâtre. Il faut bien le dire, ces merveilleuses communications à travers le monde qui se font grâce au théâtre. Il y a quand même une famille d'esprit là, de gens en général assez dingues, il faut bien le dire, enfin qui sont pas tout à fait comme les autres, et c'est pourquoi c'est très captivant. Et je dois dire qu'on a une grande famille à travers le monde, et que cela c'est quand même merveilleusement agréable, et que ça, c'est un des privilèges du théâtre aussi. Vous dites quelque part, d'ailleurs, j'ai 22 veuves. Oui, c'est une de mes grandes fiertés. C'est une de mes grandes fiertés. Je vous ai dit que dans une pièce qui s'appelle Le Défunt, qui précisément a été montée ici, c'est moi qui étais la première veuve, si je peux dire. J'ai fait la veuve. Et puis j'étais à milieu de soupçonner que cette pièce, effectivement, allait être traduite dans tant de langues. Or, il est bien entendu que là, je reçois des photos où je vais dans des pays où il y a une... J'avais pris soin, n'est-ce pas, dans le texte de souligner, car c'est ça également le théâtre, jeune, encore veuve, non, attendez, veuve, c'est plus logique, n'est-ce pas, veuve, encore jeune et appétissante. Et alors, grâce à ça, c'est ça l'incarnation. C'est pas le romancier, lui, se trouve tout seul quand il écrit ça. Mais l'homme de théâtre, il se confronte avec son personnage. Veuve, encore jeune et appétissante. Eh bien, j'ai cette chance merveilleuse de rencontrer tout à coup, où je vais, une charmante, jolie créature qui me dit « je suis votre veuve ». Alors, évidemment, je suis très ému, n'est-ce pas? Et je peux dire que j'ai des veuves dans chaque port.
Et effectivement, certaines veuves viennent me voir. Par exemple, ma veuve de Buenos Aires, c'est ma veuve, je tiens beaucoup parce qu'elle est très très belle, elle ressemble un peu à Maria Félix, n'est-ce pas? Je sais que ça a été merveilleux, elle est venue chez nous, c'est ma femme qui lui a ouvert la porte et qui a dit « Je suis la veuve d'Herodes Baldia ». Et ma femme lui a dit « Mais je vous en prie, entrez. » Donc il sera trop content. Alors il est évident que ce sont des joies théâtrales, ça. Des joies théâtrales. Et que je suis, oui, mais peut-être qu'un jour je pourrais faire un banquet de veuves comme ça, mais enfin, je n'en suis pas encore là. Comment avez-vous fait pour écrire le centenaire? Ça suppose un certain état d'esprit tout de même. Oui, tout à fait, ça. Tout à fait. D'abord, je vais vous dire une chose, je suis heureux que vous me parliez du centenaire. Pour moi, en tout cas, le centenaire est ce que j'ai écrit sans doute de plus important. Ce qu'un critique avait titré comme du gâtisme considéré comme un des beaux-arts. Et ce que d'autres ont écrit sur le centenaire, il est arrivé effectivement qu'en écrivant le centenaire, j'ai exprimé, il me semble, ce qu'il y avait de plus essentiel de ce que j'avais à dire. À ce point que certains m'ont presque dit, maintenant vous êtes morts, vous avez écrit le centenaire, plus besoin d'écrire autre chose. Pourquoi ai-je écrit le centenaire? Quel état d'esprit, vous dites? Eh bien, différentes choses. D'abord, lorsque on écrit ses mémoires, ce qu'on appelle ses mémoires, par exemple les généraux écrivent beaucoup de mémoires. Évidemment, les guerres ne sont pas permanentes, n'est-ce pas, pour eux. Donc ils ont des temps morts, si je peux dire. Les généraux ont des temps morts. Alors ils écrivent leurs mémoires. Mais les généraux donc écrivent leurs mémoires. Mais en général, les gens écrivent leurs mémoires lorsqu'ils arrivent à un âge, disons, extrêmement avancé. Ce qui est assez grave, puisqu'à ce moment-là, ils perdent la mémoire, précisément. Qu'une des facultés de la vieillesse, de la gérontologie, pour employer les termes, c'est de perdre la mémoire. Donc il m'intéressait à 40 ans environ, n'est-ce pas, d'écrire déjà mes mémoires posthumes, si je peux dire. Et de m'identifier à un centenaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Un centenaire, c'est quelqu'un en principe qui a vécu. Donc il s'agissait de retrouver le vieillard qui est en moi, le vieillard qui est en chacun de nous. Et à ce moment-là, eh bien oui, j'ai essayé sous un certain aspect, de décrire au fond ce que Miguel de Unamuno dirait un certain sentiment tragique de la vie. Et c'est pourquoi je tiens peut-être particulièrement à ce livre, et c'est pourquoi avec ce livre aussi j'ai beaucoup de fan, si je peux dire, je peux employer cette expression, avec le centenaire. Mais je me suis mis dans un état d'esprit créatif, naturellement, comme pour n'importe quelle œuvre, mais dans le centenaire, c'était presque plus difficile. Il fallait faire peut-être un vide, en tout cas un silence intérieur plus important que pour d'autres choses. Vous êtes l'un des rares écrivains contemporains qui preniez la peine d'écrire spécialement pour la radio. Puis-je vous demander ce que cet art particulier vous apporte, ce que vous y trouvez? Je vais vous dire, pour reprendre ce qu'on avait dit tout à l'heure, dès le début de cet entretien, ma démarche donc est essentiellement poétique. Eh bien, il me semble, non seulement il me semble, mais je suis convaincu que la radio est un art poétique par excellence, que la voix, cette chose mystérieuse, merveilleuse et sans écran, si je peux dire, la voix reçue, seule, ou à quelques-uns devant quelqu'un qui vous parle, qui est le miracle de la radio, la voix permet la poésie, la réceptivité auditive la plus profonde. Et qu'à ce moment-là, ne serait-ce que pour obéir à cette vocation poétique, la radio m'apparaît un art inestimable, un art parfaitement privilégié. Et que je dois dire qu'à un moment donné, avec la télévision surtout, on a pensé que la radio devenait presque une parente pauvre. La radio n'est pas une parente pauvre, elle peut devenir une parente pauvre selon l'usage qu'on en fait, selon la direction qu'on lui donne. Mais la radio est quelque chose de merveilleux. Et vous parliez aussi tout à l'heure des pays étrangers. Il est évident qu'en Allemagne, ce qu'ils appellent le Hörspiel est tout à fait mis à l'honneur, qu'il y a des auteurs qui n'écrivent que pour la radio, qui n'écrivent véritablement que pour la radio, et qui sont même édités, n'est-ce pas, qu'il y a des éditions qui éditent les pièces de radio, ce qui pratiquement ne se fait jamais ici. J'ai eu la chance que mon éditeur Grasset ait voulu éditer mes pièces radiophoniques, mais c'est tout à fait rare.
Eh bien, si vous voulez, c'est cela. C'est que par la radio, je touche une sensibilité de l'âme, si je peux dire, puisque c'est une démarche poétique, une sensibilité de l'âme où la radio, à mon sens, a, je vous dis, une importance, une capacité privilégiée par rapport à tous les autres phénomènes d'expression. Et c'est pourquoi la radio m'a passionné et c'est pourquoi j'ai écrit spécifiquement pour la radio. Il y a une contrainte pourtant dans le fait d'écrire pour la radio. Par exemple, lorsque vous avez écrit Édouard et Agrippine, c'était pour la radio et on vous a imposé la longueur, 25 minutes, et le nombre de personnages, je crois, 3. Non. Et enfin, le fait qu'il était nécessaire qu'il y eût un meurtre. Attendez, là, attendez. Alors là, c'était pas tout à fait ça. On m'avait dit le nombre de personnages, on était très riche à ce moment-là à la radio. Beaucoup plus riche que maintenant. Ça se passait peut-être il y a 7-8 ans. Il y avait des moyens, et on n'était pas limité sur le plan des personnages. Mais c'est moi, à ce moment-là, qui me suis limité exprès parce que j'étais justement dans l'idée que j'allais peut-être éditer les impromptus à loisir, que c'était très amusant pour moi, dans les impromptus à loisir, de ne pas excéder 3 personnages. Ce qui a d'ailleurs valu une certaine fortune à mes impromptus, car, outre le talent de votre auteur bien connu, il est bien évident que pour le théâtre qui est pauvre, c'est absolument merveilleux de n'avoir que 2 ou 3 comédiens et de ne pas avoir de décor, et que ça aussi, je m'en suis rendu compte après, n'est-ce pas, c'était une aubaine pour beaucoup de troupes théâtrales, professionnelles et amateurs. Donc, dans Édouard et Agrippine, j'ai relevé le défi, ça m'a beaucoup amusé, et j'ai dit oui, effectivement, et je n'ai pris que 3 personnages parce que moi-même je l'ai voulu, j'aurais pu en avoir 10. Mais effectivement, j'avais un meurtre et j'avais Ce n'est pas un meurtre d'ailleurs, c'est une crise cardiaque. C'est-à-dire que moi j'en ai fait une crise cardiaque, mais c'est mais effectivement, ça m'a beaucoup amusé d'écrire Édouard et Agrippine. Or, voyez-vous, je parlais de l'art spécifique de la radio. Cette pièce, Édouard et Agrippine, a été donnée à la scène, a été portée à la scène ensuite. Mais il est bien évident que j'ai pensé radio. La preuve, c'est que à chaque instant, vous entendez le cri d'un nourrisson. C'est-à-dire que la radio, c'est l'oreille, n'est-ce pas? Et qu'à chaque instant, il y a le cri d'un nourrisson. Et je peux même vous rapporter une anecdote à ce sujet qui m'a jeté dans un trouble extrême. La première fois, précisément, qu'à la radio française, j'avais fait cette commande, j'avais accepté, j'avais écrit le texte, on me parle de l'enregistrement avec des comédiens qui se trouvaient là. Et on m'a dit, le réalisateur m'a dit à ce moment-là, venez donc à cet enregistrement pour voir si on ne trahit pas votre texte, vous êtes d'accord, etc. Tout ça s'est passé d'une façon très très aimable. J'y vais et je vois 4 comédiens installés autour de la table. Or, il m'avait semblé que j'avais écrit pour 3 comédiens. Et quand j'ai vu 4 comédiens à la table, je me suis dit, décidément, je suis vraiment distrait. Car je le suis, hélas. Je dis, c'est très bizarre. Alors on me présente un certain monsieur Chamara, Jeanne Marquen, Duby, et un certain autre personnage dont le nom ne me disait absolument rien. Je serre à tous la main très cordialement, d'abord très honoré que des gens comme Chamara, enfin de qualité, des interprètes de ces qualités, donc interprète cette pièce, mais toujours avec une angoisse bizarre. Enfin, moi, je me dis, mais quel est ce 4e personnage? Est-ce que vraiment j'ai écrit 4 personnages? C'est quand même bizarre, j'ai l'impression que j'en avais que 3, mais j'ai dû me tromper, il devait y avoir 4 personnages. Et quand on a fait la lecture, ce qu'on appelle avant l'enregistrement à la table, j'attendais avec anxiété, ce 4e personnage, c'est un homme d'une 50aine d'années, n'est-ce pas? Très respectable. Et à ce moment-là, je me suis dit, ce serait très intéressant de savoir quel texte il va dire de moi, parce que je ne vois vraiment pas ce que j'ai pu écrire en dehors des 3 personnages. Et j'étais là très inquiet, j'attendais, et c'était Chamara qui commençait, et c'était Marquen et Duby, puis ce monsieur était toujours là, il me disait, n'ouvrez pas, mais il lisait un texte très attentivement, suivait un texte, c'est quand même très bizarre. Et puis à un moment donné, cet homme de 50 ans fait... C'était le nourrisson, il faisait le bruit. Alors, et il le faisait merveilleusement. Simplement, il devenait pourpre parce que c'était là à la table, c'est très bien. Mais comme c'était des bruits de nourrissons qui se faisaient pendant 2 heures, je dois dire que ce pauvre homme, à la fin, je n'avais plus quoi faire pour lui. Il m'a dit très gentiment, d'ailleurs, est-ce que j'étais fidèle à votre texte? Et ça, c'est ce que j'appelle, moi, personnellement, la conscience professionnelle. J'ai beaucoup admiré. Vous avez dit tout à l'heure, à propos du centenaire, j'ai eu une excellente presse. Et oui. Ça m'a fait penser à une chose. Il m'intéresserait de connaître votre opinion
en général sur la critique littéraire ou théâtrale. Oui, oui. Bien écoutez, voilà ce que je peux répondre à cette question. Pour moi, la critique littéraire est fondée. Elle est fondée. Je veux dire que la plupart des critiques littéraires, disons 10 à 12 critiques littéraires, on peut être d'accord avec eux ou non, mais leurs opinions sont fondées. Elles sont fondées pourquoi ? Parce qu'il y a une véritable culture, il y a des systèmes de référence, de valeurs, une hiérarchie des valeurs, et que j'ai toujours trouvé, moi, une critique littéraire en France existante. La critique théâtrale, pour moi, en France, est une rigolade, sauf exception. Elle est absolument pas fondée. C'est le parisianisme, ce que j'appelle le parisianisme. C'est une question d'humeur, c'est une question de petite pépé à côté de soi, c'est une question de se faire valoir par un bon mot. Ce sont des questions qui n'obéissent absolument pas à des lois théâtrales. Et j'ai été frappé, je dis bien frappé, au début de ma carrière, expression que je mets entre guillemets théâtrale, de la nullité en général de la critique théâtrale française. Absolument nulle. C'est de la mondanité, n'est-ce pas ? Et c'est une énorme mondanité et sans plus, sauf exception, bien sûr. Il y a par bonheur, quelques gens qui aiment vraiment le théâtre, la théâtralité, qui en parlent merveilleusement, mais c'est une exception. C'est une exception théâtralement, tandis que littérairement, non. Littérairement, non. Vous avez, à mon sens, des critiques qui existent, qui sont vraiment, je vous dis, dont le ton, dont la voix est justifiée. Vous aviez parlé tout à l'heure du thème de l'incommunicabilité qui s'était presque imposé à vous quand vous avez commencé à écrire pour le théâtre. Ce thème est repris à l'heure actuelle par tous les écrivains qui écrivent en France pour le théâtre, que ce soit Guy Foissy, même Beckett, même Ionesco. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un thème qui risque de paralyser justement le théâtre en France, en dehors de la critique? Est-ce que là aussi il n'y a pas un facteur de paralysie, ce thème de l'incommunicabilité? Je pense que je suis très mal exprimé sur l'incommunicabilité. Je me suis mal exprimé parce qu'effectivement j'ai pu donner à croire que j'étais, si vous voulez, en proie à l'incommunicabilité, alors que personnellement je pense l'inverse. Je pense que l'incommunicabilité, c'est une tarte à la crème, ce que j'appelle, et qu'un homme qui a beaucoup été à Royaumont, qui est mort maintenant, qui est un homme pour lequel j'ai la plus profonde admiration et respect, qui est Boris de Schleuser, a écrit là-dessus lui-même quelle tarte à la crème que cette incommunicabilité, que cette notion qu'ont les êtres qui peuvent communiquer. Il dit, lui, Boris de Schleuser, communiquer quoi ? Quelle prétention de vouloir communiquer? Que voulez-vous communiquer? Votre néant, votre vide. Quelle prétention incroyable que vous avez déjà à communiquer, ces gens qui prétendent déjà avoir quelque chose à communiquer. Premier point, ça c'est Boris de Schleuser, je cite. Deuxième point, personnellement, je pense que, prenons l'art, la création, est précisément d'articuler. L'art, n'est-ce pas, c'est la même chose que l'articulation. Précisément, il s'agit de communiquer et que l'art, par nature, c'est de communiquer, c'est que l'univers qui est en vous, et s'il n'est pas seulement vous-même, mais qu'il reflète tant d'autres, et vous savez, le privilège de la vocation, de la communication, vous devez le communiquer, et c'est un besoin merveilleux, et c'est un besoin élémentaire, à ce point que tous ces gens qui prétendent maintenant à l'incommunicabilité et qui en font une si je peux dire, eh bien, crient, n'est-ce pas, si je peux dire, qu'ils ne peuvent pas communiquer. Ils vous communiquent qu'ils ne peuvent pas communiquer, ce qui est déjà une communication incroyable, parce que quelqu'un qui ne pourrait pas communiquer, d'abord, ce serait un silence intégral, n'est-ce pas, mais pas du tout. Il n'y a rien de plus bavard, d'une certaine manière, que les gens qui prétendent ne pas pouvoir communiquer. Ils font des traités incroyables là-dessus, se répandent à travers le monde en conférences, n'est-ce pas, et prétendent sans arrêt cette incommunicabilité. Donc je ne crois pas du tout à cette incommunicabilité. Simplement, bien sûr, qu'il y a une solitude de l'homme, mais cette solitude n'est pas d'aujourd'hui. L'homme n'est pas né d'aujourd'hui. Cette solitude a toujours existé. Simplement, peut-être que dans les phénomènes modernes, nouveaux, où nous voyons tant de gens à la fois, si je peux dire, on a l'impression tout à coup que, bon, bien sûr, nous avons des moments où rien de ce que... Mais moi, je ne le crois pas du tout, je crois au contraire, ce qui est merveilleux. Moi, enfin, personnellement, je communique très bien, j'ai de merveilleuses communications avec les uns et les autres. Je suis frappé à la fois dans votre théâtre que je connais mal, mais un petit peu,
et dans votre conversation, du rôle que joue comme référent la mode, la modernité. C'est-à-dire, vous prenez votre distance par rapport à la mode, mais vous en servez beaucoup. C'est-à-dire par rapport à l'événement, par rapport au présent, qu'il s'agisse de Génousie ou du vent dans les Srafra tel que vous l'avez présenté, vous vous référez tout de même beaucoup à l'événement, à la mode, avec beaucoup de prudence et de distance, mais ça semble un thème tout de même tout à fait fondamental. Il y a effectivement Aristophane, une grande tradition que vous pourrez peut-être me donner, mais je pense que c'est un problème important dans votre... oui, je peux cette répondre. référence au présent. Oui, je crois personnellement que si un écrivain n'est pas de son temps, il est mort. Il n'existe pas. C'est le temps, c'est l'incarnation, c'est le présent qui est la chose importante. Mais s'il n'est que de son temps, je pense qu'il peut être aussi périssable, aussi éphémère que la mode qui le porte à un moment donné au sommet d'une vague et qui peut ensuite le retirer très vite. Je crois précisément que ce qui m'intéresse moi personnellement, c'est de vivre mon temps, parce qu'il est passionnant aussi, et parce que je n'ai pas le choix, parce que je suis dans ce temps comme vous et moi, et que je vais mourir demain, et que nous mourrons, et que nous avons un laps de temps très court, et que c'est ce temps-là qui fait que nous sommes ce que nous sommes. Donc ce temps est extrêmement important, et si moi j'en trouve à tort ou à raison telle dérision de telle mode, etc., bien sûr que je m'en sers, puisque c'est ce temps, et que ce temps, je le vis les yeux ouverts. Simplement, si vous voulez, j'ai des références à quelque chose qui paraît pour moi éternel, essentiel, alors j'emploie des grands mots, vous me forcez à employer des grands mots, qui est l'homme. Et à ce moment-là, l'homme est de ce temps, bien sûr, mais l'homme est éternel. L'homme n'est pas, comme je disais, n'est pas né d'aujourd'hui. Ce qui est très curieux, par exemple, avec les phénomènes de la jeunesse actuelle, de tout briser, de tout casser, ce qui peut très bien se justifier sur bien des plans, c'est qu'elle refuse toute hérédité. Elle a le refus du père, disons. Eh bien, c'est évident que c'est une réaction qui peut être très juste, très saine, mais à mon sens, moi, je ne refuse pas l'hérédité, la tradition, au contraire, parce que pour moi, c'était quelque chose de merveilleux, que je m'en suis nourri, mais je suis dans ce temps, et donc je peux caricaturiser ce temps si je le juge stupide, ou au contraire l'exalter dans ce que je trouve intelligent de ce temps. C'est-à-dire que je m'en sers, mais pas seulement pour être à la mode ou être dans le vent, ça ne m'intéresse pas du tout, ça. Est-ce que vous voyez, le théâtre doit garder le mysticisme qu'il avait, ou du moins cette ambiance théâtre, ou qu'on peut monter n'importe quelle pièce dans n'importe quel hangar sans qu'il y ait une ambiance théâtre? Il faudrait parler effectivement, disons, du théâtre qui vient de se faire ces dernières années, et dont moi-même je suis un de ceux qui l'ont fait, je pense, disons le théâtre de l'absurde, ce qu'on a appelé le théâtre de l'absurde, il faudrait s'entendre là-dessus, le théâtre engagé, et puis il faudrait parler aussi effectivement du théâtre qui se fait, et je pourrais dire qui se défait, car il n'y a rien de plus précipité que ce théâtre qui se fait dans les hangars et ailleurs, et j'en ai vu beaucoup en Amérique, puisque je reviens de New York, des États-Unis, où effectivement il y a des mouvements, je dis bien mouvements, dynamique, mouvement extrêmement sympathique, mais où on peut faire n'importe quoi, où il n'y a aucun métier, où on confond, à mon sens, une grave confusion entre des engagements politiques, par exemple, extrêmement intéressants, et où on pense naïvement, à mon sens, que si on fait certains happenings, si on fait certaines formes de théâtre, le monde va se modifier pour autant. Quand ils vous disent non au Vietnam, non à la guerre du Vietnam, que tout le monde répète en chœur, c'est très sympathique. Ça serait plus drôle s'ils étaient pour la guerre du Vietnam. Ça serait d'une certaine manière, n'est-ce pas? Ça serait plus éveillant d'une certaine manière, n'est-ce pas? Tout le monde dort tranquillement, n'est-ce pas? Il y a là une prétention philosophique que je trouve, moi, personnellement, une prétention philosophique hors de propos, en ce sens que mentalement, c'est assez faible et je vous le dis à tort ou à raison, c'est mon opinion, mais enfin, je ne pense pas que le monde, hélas, je dis bien hélas, se modifie pour autant, car après tout, c'est leur but. Mais en même temps, René Desrobelias, vous êtes là en contradiction avec vous-même, puisque Dieu vous soit pensez... Oui. Dites-moi. Je vous piège, là, puisque vous pensez que l'auteur peut communiquer, qu'il y a quelque chose à communiquer, et vous êtes en ce moment en train de nous dire que... l'auteur, en fait, ne peut pas changer le monde. Oui. Or, oui. je crois que si on crée une œuvre littéraire ou artistique, de quelque sorte que ce soit d'ailleurs, c'est pour changer le monde. Il me semble qu'il ne faut pas confondre certaines choses.
changer le monde, il faudrait peut-être parler de se changer soi-même, avant toute chose. C'est trop simple, ce sont des idées trop simples, trop faciles de dire « je vais changer le monde ». Commençons par nous changer nous-mêmes. Le proverbe chinois, justement, que chacun balaie le devant de sa porte et la rue sera propre. Bon, mais cela dit, effectivement, je pense qu'une œuvre d'art doit modifier la sensibilité d'une époque, d'un moment, et qu'elle doit enrichir l'homme. Mais la prétention de dire qu'on change le monde, actuellement, qui est au pouvoir des technocrates et de la politique, m'apparaît une utopie intellectuelle, ce que j'appelle, énorme. Vous avez écrit dernièrement des poèmes et des contes qui sont destinés aux enfants, je crois. Oui, j'ai précisé poèmes pour enfants et quelques adultes. C'est ça. Et il y a très peu d'écrivains qui écrivent pour les enfants. À quoi attribuez-vous ça ? Je pense que c'est un domaine, je dis bien domaine, comme on dit un domaine hanté, n'est-ce pas ? Un domaine au sens fort du terme, un domaine où il est très difficile d'accéder parce que, si vous voulez, la pureté, l'innocence et tout ce qui fait l'impulsion admirable de l'enfant est aussitôt brisé par une civilisation stupide qui est la nôtre, qui n'est pas seulement la nôtre, et par les aînés, par les adultes, et que nous avons tous cette nostalgie un peu d'un paradis perdu, et qu'effectivement, à moins d'être soi-même visité par la grâce, et là on n'est pas du tout responsable non plus, puisqu'il s'agit de la grâce, il est très difficile de rentrer dans ce domaine, mais certains quand même, surtout les écrivains anglo-saxons, ont merveilleusement parlé de l'enfance, naturellement. En France, c'est plus rare, effectivement, mais les anglo-saxons en parlent merveilleusement, et même les Américains, parce que si vous parlez, alors c'est l'adolescence, l'enfance, l'adolescence, mais si vous pensez à Salinger, par exemple, qui a écrit L'Attrape-cœur, ces merveilleuses nouvelles, c'est une merveilleuse, là également, un merveilleux retour à ce domaine de la féerie et d'une certaine exigence, pureté, etc. Vous pensez vraiment que c'est pour les enfants et quelques adultes ou pour les adultes et quelques enfants ? Eh bien, c'est intéressant, votre question, on me l'a déjà posée et je ne sais pas y répondre. Je ne sais pas répondre, ça dépend des enfants et ça dépend des adultes. Mais les adultes sont des enfants, ils sont des centenaires, mais ils sont aussi des enfants, certainement. Non, alors ça, je vous arrête tout de suite. Le propos du centenaire, justement, parle sérieusement de cette chose. Non, je crois que là, ces notions sont difficiles à délimiter. Disons que pour moi, en tout cas, il y a des enfants qui naissent très vieux. Il y a des enfants vieillards. Il y a aussi si vous voulez, des gens qui, effectivement, ne dépassent pas l'âge mental toute leur vie de 10 ans à 11 ans. Je crois que c'est la plupart des adultes, ça. Ne dépassent pas cet âge mental. Mais cet âge, la preuve, on voit ça, les accidents d'automobile, entre autres choses. Enfin, je pourrais parler de l'infantilisme des adultes lorsqu'ils ont des moyens techniques, des moyens pour enfants, précisément, n'est-ce pas, de dépasser le voisin, ce sont des réflexes absolument puérils. Mais l'enfance n'est pas ça. L'enfance, c'est un don d'émerveillement, c'est un don que certains enfants possèdent, que la plupart des enfants possèdent et qu'ils perdent très vite. Et la plupart des adultes, je vous dis, n'arrivent jamais, à mon sens, à être adultes. Vous croyez à l'innocence enfantine, et pourtant, dans le satire de la Villette, il y a une petite fille de 10 ou 12 ans qui s'appelle Eudoxie, qui n'a rien d'une gamine et qui n'a rien d'une gamine naïve, et qui se conduit comme une personne un peu mûre et assez rouée. Oui, vous me tendez un piège, comme on dit là. Eh bien non, justement, ma gamine Eudoxie, à mon sens, incarne parfaitement cette innocence. Il y a eu un malentendu profond, puisque vous savez qu'à l'époque où ça a été monté au théâtre de l'Atelier, on m'a traité d'écrivain obscène, on avait titré détournement de mineurs, et que la pièce était interdite, et qu'on a interdit à la petite de jouer. Simplement, je crois qu'il y a un malentendu profond, parce qu'effectivement, à mon sens, elle était parfaitement innocente. Simplement, comme c'est une petite qui vit, comme les enfants d'aujourd'hui, dans le milieu de l'information, ce qu'on appelle, elle répétait les mots d'adultes, les mots de la télévision, les mots qu'elle entend partout, n'est-ce pas, sans en comprendre parfaitement le sens, d'ailleurs. Et naturellement, elle avait aussi, puisque c'est une fillette, elle avait aussi toute cette féminité merveilleuse qu'ont les fillettes, certaines fillettes,
pas toutes d'ailleurs aussi, je ferai encore aussi des restrictions là-dessus, mais enfin cette merveilleuse féminité qui faisait que pour ce pauvre homme qui était lui perdu, c'était le héros comme on disait dans le temps, était un speaker de télévision qui était fatigué de dire toutes les imbécilités, les monstruosités de ce monde et qui voulait lui se réfugier dans le domaine de l'enfance. Il est évident que cette petite tombant sur son chemin, si je peux dire, le provoquait, mais d'une façon tout à fait innocente. Et c'est là, il faudrait s'entendre aussi sur l'innocence, bien sûr, sur le terme d'innocence. Et bien entendu, le plus enfant des deux, c'était Urbain, le speaker de télévision. Je pense que le speaker de télévision était beaucoup plus enfant encore que elle. Oui. Vous parliez tout à l'heure de vos préoccupations en ce qui concerne la mutation du monde, les diverses mutations du monde, et vous êtes très préoccupé également par les diverses mutations de l'homme. C'est assez sensible, je crois, dans l'ère du large, avec d'une part les boujoums et d'autre part l'aspect effrayant qu'appelle le facteur, avec une moustache à un endroit... non, il a des mains palmées, etc. Oui, et puis il a le derrière tout rouge. Eh bien, il est évident qu'on parle, par exemple, d'un danger, et Dieu sait qu'il existe, c'est le danger atomique. Qui est quelque chose de monstrueux suspendu au-dessus de notre tête. Mais on oublie qu'il y a un autre danger aussi monstrueux qui est le danger biologique. Et ce danger biologique que nous soupçonnons mal, mais est aussi affreux, sinon plus, je pourrais presque dire, que le danger atomique. Parce que le danger atomique, nous sommes exterminés, pulvérisés. Ce n'est pas l'homme qui a perdu son ombre, mais c'est comme dans Hiroshima, l'ombre qui a perdu son homme. Vous vous souvenez, dans la première explosion atomique, on voyait les ombres plaquées contre les murs, les traces d'ombre. Alors il y a ce danger atroce qui pèse sur l'humanité, mais il y a ce danger biologique. Et parmi ce danger biologique, il y a ce qu'on appelle effectivement les mutations, où vous savez, les chercheurs, les savants pensent qu'ils peuvent modifier complètement l'homme que nous sommes aujourd'hui. Cet homme que vous êtes, que nous sommes là en train vous êtes en train d'interviewer, de répondre à certaines questions. Peut-être même cette chose que nous vivons actuellement ne sera plus possible dans 50 ans. Précisément, le poète n'est-il pas hors du temps ? Il est hors du temps et dans le temps. Voyez-vous, je suis toujours persuadé de ça. S'il n'était, une fois de plus, c'est toujours ce qu'on appelle la conciliation des contraires, enfin une grande loi mathématique même. Je pense que s'il n'est que dans le temps, il est périssable comme son temps. S'il est hors du temps, il n'est pas reçu dans son temps. Je crois que tous les grands poètes ont été profondément dans leur temps et marqués par leur temps, mais hors de leur temps aussi. Mais croyez-vous précisément que les poètes soient réellement perçus par leur temps ? Vous disiez tout à l'heure que vous aviez 3000 lecteurs. Croyez-vous qu'on puisse appeler, si vous voulez avoir 3000 lecteurs, oui, être c'est un autre problème. Vous savez, je répondrai à ça par cette phrase merveilleuse d'Oscar Wilde. Oscar Wilde, un jour, a dit il y a deux sortes d'écrivains. Il y a ceux qui posent des questions et ceux qui apportent des réponses. Le drame arrive lorsque les réponses interviennent alors que les questions ne sont pas encore posées. Puisque vous venez de parler de l'évolution du monde et de l'évolution de l'homme, je ne vais pas vous demander où va le monde, René de Obaldia, mais je voudrais que vous me disiez où vous allez et où va le théâtre, selon vous. Eh bien, pour vous répondre extrêmement simplement, je n'en sais absolument rien. Vous savez, Chuang-Tzu disait, mon contemporain Chuang-Tzu disait, cessez de nourrir des opinions. On peut méditer là-dessus très longuement. Je veux dire, je parlais d'humilité tout à l'heure, et je crois effectivement que la chose peut-être la plus importante, c'est que chacun de nous, je dis bien chacun de nous, réponde à sa propre vocation. Et chaque être a sa vocation propre, et qu'il s'accomplisse. Si c'est un homme, qu'il soit le plus homme possible, une femme la plus femme possible, et qu'il s'accomplisse véritablement, et qu'à partir de là, le monde sera transformé. J'en reviens à cette nécessité de la transformation intérieure des êtres avant de voir ces idées extrêmement se débarrasser si simplement de soi pour accuser une collectivité.